Pourquoi les places de cinéma sont-elles aussi chères? Quand est-ce que les politiques arrêteront de considérer le rap comme une sous-culture? Comment protéger les auteurs des intelligences artificielles? Est-ce que les jeux vidéo intoxiquent les jeunes? Comme vous voulez. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, est venue chez Konbini pour répondre aux questions de nos journalistes, de notre audience et du monde de la culture. Par là. Quels sont vos mangas préférés? Alors, je sais pas si La cantine de minuit peut être considérée comme un manga, mais j'ai adoré, mais je crois que c'est un manga quand même. One Piece, c'est inévitable, c'est tellement un succès, un phénomène mondial, que je me suis intéressée à One Piece, mais je les ai pas tous lus. Et non, mais je trouve que le manga, c'est un phénomène extrêmement intéressant, très varié. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un musée du manga qui pourrait s'installer à Colmar, en lien avec un musée à Kyoto. Certains ont reproché au Pass Culture d'être utilisé principalement pour acheter des mangas. Vous en pensez quoi? Alors d'abord un chiffre, au début, quand on a lancé le Pass Culture au tout début, il y a eu un phénomène précipitation sur les mangas et 70% des livres achetés sur le Pass Culture étaient des mangas. Mais aujourd'hui, c'est moins de 30% des livres achetés sur le Pass Culture. Les libraires m'ont tous raconté, quand un jeune entre dans une librairie pour acheter un manga, dans la moitié des cas, il repart en plus avec un livre qui n'est pas un manga parce que le libraire lui conseille, parce qu'ils se mettent à échanger. Et c'est ça le charme et la magie d'une librairie. Et inversement, vous souhaiteriez qu'un jeune venu acheter un roman puisse repartir avec un manga s'il ne le connaît pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que toutes les découvertes, la culture, c'est vraiment d'une découverte à l'autre, c'est un enrichissement infini. Lire un manga, c'est lire. Voilà. Bonjour Madame la Ministre, je suis Ladéliche, conteuse, drag queen tout public du collectif Paillettes Queer Show. De plus en plus d'artistes lesbiennes, gays, bi et trans se retrouvent victimes de harcèlement, intimidation, annulation de spectacles et perturbation de spectacles. Que comptez-vous faire pour les défendre et faire cesser tout cela? Oui, on voit se développer, c'est extrêmement grave, du harcèlement, des discriminations, des attaques contre des artistes LGBTQIA+, la lecture de contes par des drag queens. Où est le problème? S'ils s'imaginent que les drag queens font des shows ultra sexualisés, lascifs, avec des poses... Pas du tout. On est dans un cadre, tout ce qu'il y a de plus respectable pour les enfants. Parfois, un dispositif policier est mis en place pour assurer la sécurité des artistes. Est-ce suffisant? Est-ce satisfaisant comme réponse pour vous? Évidemment, on ne souhaite pas mettre un policier à côté de chaque artiste. Ça peut pas être ça la solution à l'avenir. Si certains ont besoin de protection, j'irai la demander au ministre de l'Intérieur. En fait, il y a une instrumentalisation de la culture par l'extrême droite notamment, et c'est partout en Europe, en Suède, ailleurs. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour pas que ce discours, ce narratif, prennent le dessus. Et il faut vraiment garder le plus de dialogue, d'ouverture et de pédagogie possible pour pas tomber dans cette récupération permanente. En tout cas, je suis extrêmement attentive à ces sujets parce que je trouve que ça s'enflamme à un endroit qui nous amène vers une dérive assez dangereuse de rejet de l'autre, d'exclusion, alors qu'on est un pays de tolérance. Pourquoi les places de cinéma sont-elles aussi chères? Ça, on me pose très souvent la question. La place moyenne, c'est-à-dire vraiment la moyenne des places en France, c'est 7 €, ce qui est pas si cher par rapport à d'autres pays où c'est plus cher. Mais c'est vrai que si on n'a aucun tarif réduit, si on prend une place seule, ça peut monter bien au-delà de 7 €. Ce qui est important, c'est de se dire que derrière cette place de cinéma, déjà, il y a une expérience de voir le cinéma sur grand écran, en salle, c'est une émotion qui est incomparable. Mais derrière, c'est toute une filière. Quand vous payez une place de cinéma, il y a une taxe sur la billetterie qui va alimenter le Centre national du cinéma, qui va après financer des films. Et puis derrière, il y a des emplois, il y a des gens qui travaillent pour exploiter ces salles. Ça, c'est hyper important. De notre point de vue, le rap n'est toujours pas considéré comme il est, c'est-à-dire la culture dominante pour les jeunes et les moins jeunes, et le style musical le plus écouté depuis plus de 10 ans en France. Et ce qu'on célèbre n'est pas foncièrement représentatif des artistes les plus écoutés ou streamés dans le pays. Quand est-ce que les politiques arrêteront de considérer le rap actuel comme une sous-culture? Ça fait longtemps qu'on ne considère plus le rap comme une sous-culture. À la cérémonie des Flammes, Aya Nakamura a eu d'ailleurs la victoire féminine des Flammes, et c'est l'artiste francophone la plus écoutée au monde aujourd'hui. Vous pensez que cette culture rap dans les musées, elle est représentative de ce qu'écoutent vraiment les jeunes et les moins jeunes? Que ce soit Jul, Nino, Gazo, ACH? Comme eux, ils sont complètement dans l'actualité, on a, je pense, plus envie de les voir sur scène que dans un musée. Mais pourquoi pas? C'est pas à moi de fixer la programmation des lieux culturels, mais si je peux inciter certains à s'intéresser plus encore à cette scène d'aujourd'hui, on le fera. Et vous les écoutez, ces artistes-là? J'ai quand même
eu dans ma jeunesse un énorme coup de cœur pour IAM, donc je reste très proche du rap marseillais aujourd'hui. Et puis je m'intéresse à la scène féminine du rap, parce que je trouve qu'il y a aussi en France des nouvelles talents du rap qui sont super intéressantes, comme Kazé, comme Lala Ace et d'autres. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de sorties culturelles au lycée? Alors, normalement, il y en a plus grâce au Pass Culture collectif. On a ajouté un budget à partir de la 6e jusqu'à la terminale, 25 € par élève par an, pour que les enseignants puissent emmener leur classe au théâtre, à la danse, à des concerts, au cinéma. Donc, si vous êtes un lycéen, demandez, ça peut faire quand même des belles sorties. Mais en dehors de l'éducation nationale se pose aussi la question de l'accessibilité de la culture pour les quartiers défavorisés et aussi pour les zones rurales, là où il y a peut-être moins d'établissements culturels. Comment faire? Alors, moi, j'ai une priorité quand on parle de proximité, c'est les bibliothèques, parce qu'il y en a 16 000 en France, et 90% des Français ont une bibliothèque à moins de 10 minutes de chez eux. Mais ils y vont pas forcément. La majorité des bibliothèques sont des lieux vivants, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut écouter de la musique, on peut voir des spectacles. Et la bibliothèque d'aujourd'hui, c'est un lieu qui reste gratuit d'accès. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler et de continuer à aider les collectivités pour ouvrir davantage leur bibliothèque en termes d'horaire, d'ouvrir le dimanche, d'ouvrir le soir un peu plus tard. Ces dernières années, Emmanuel Macron n'a pas manqué de saluer les initiatives des gamers, comme le The Event de Zerator ou encore le KCX de Kameto très récemment. Pourtant, l'été dernier, le président de la République a aussi associé le jeu vidéo avec la violence des émeutiers. Ma question est simple, considérez-vous le jeu vidéo comme de l'art, et si oui, pourquoi sa légitimité est-elle sans cesse remise en question, y compris par les pouvoirs publics? Oui, le jeu vidéo, c'est de l'art, et c'est d'ailleurs un art total. Non, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il n'y a pas une corrélation directe entre la violence et le jeu vidéo. Parce que quand on regarde un film d'horreur, on sort pas en sortant du film avec l'envie de tuer quelqu'un à la tronçonneuse. Oui, mais vous comprenez que des joueurs et des joueuses concernés par les propos d'un président qui dit que ça les intoxique, ça puisse les heurter. On a vu au moment des émeutes, sur les réseaux sociaux, des émeutiers qui eux-mêmes mettaient GTA dans leur post. Mais ça veut pas dire que c'est à cause de ce jeu vidéo qui se sont décidés à piller des magasins ou à brûler des voitures ou à incendier des bibliothèques. Il y a plein de manières de jouer aux jeux vidéo. Si on est seul, enfermé 10 heures d'affilée sur un jeu, ça peut quand même, au bout d'un certain temps, être assez dangereux. Récemment, l'auteur québécois Kevin Lambert, sélectionné pour le Goncourt 2023, a déclaré avoir fait appel à une sensitivity reader et ça lance un débat dans le monde de l'édition. Madame la ministre, vous en pensez quoi? Alors, dans ce cas précis, il a fait appel à une personne haïtienne pour l'aider à travailler le personnage d'origine haïtienne qu'il avait dans son livre. Ça, pour moi, c'est le travail de recherche normal d'un écrivain et j'ai absolument pas à le condamner et chacun mène son travail de recherche et d'écriture comme il l'entend. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on se retrouve avec, dans chaque maison d'édition, un monsieur ou madame vérificateur, que personne ne sera offensé à aucune phrase. Ça c'est pas possible. Sinon, il y aura plus d'art. Et sinon, on aura des comités de censure. L'une des traductions françaises proposées, c'est Des mineurs éditoriales. Un livre vu comme un champ de mine dangereux. Vous validez cette définition? En plus, c'est un vocabulaire tellement militaire que... Non. Restons dans la littérature, c'est la liberté. En ce moment, on voit bien que l'intelligence artificielle explose partout, y compris dans la musique, et que les artistes sont de plus en plus nombreux à essayer de reprendre le contrôle de leur création. La semaine dernière, par exemple, Angèle interprétait pour la première fois sur scène une version générée par IA de Cyan, un morceau de Us l'Enfoiré et Gazo qui a cartonné sur les réseaux. Du coup, ma question, Madame la Ministre, c'est comment comptez-vous protéger l'industrie musicale et le droit d'auteur en règle générale des intelligences artificielles? Moi, j'essaye d'avoir une attitude optimiste, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a une angoisse qui monte, on se dit que ça va écraser quelque chose. Donc j'essaye de me dire, avec l'intelligence artificielle, on va avoir là une technologie qui peut être aussi un outil pour les artistes. Si un être humain s'est appuyé sur une intelligence artificielle pour concevoir quelque chose, ça sera de l'art. Si c'est uniquement une machine qui a produit quelque chose, là, on pourra pas vraiment dire que c'est de l'art. Mais ce sont des questions compliquées. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'on sache quand l'intelligence artificielle est utilisée pour être transparent, pour être honnête vis-à-vis du public qui va écouter. Là, il y a une directive intelligence artificielle qui est en train d'être travaillée au niveau européen pour protéger les créateurs, protéger les droits des artistes. Ça vous inquiète, toutes les potentielles dérives de l'IA? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pour l'information.
parce que encore qu'un morceau de musique, on sache pas, bon, il faut qu'on le sache, mais l'information, si on manipule l'information, ça peut être très dangereux pour nos démocraties. Ça peut entraîner des mouvements de violence, ça peut entraîner des dérives très graves si on manipule l'accès à l'information et l'information à laquelle les gens ont accès. Donc ça, c'est très préoccupant. Bonjour Madame la Ministre, je suis Salia Sanou, je dirige la compagnie Mouvement Perpétuel basée à Montpellier. Par ailleurs, je dirige le centre de développement chorégraphique La Termitière qui est basé à Ouagadougou. La décision de suspendre la coopération culturelle avec les pays du Sahel aura un fort impact sur le travail de bon nombre d'artistes comme moi. Ce sont les interprètes de ma compagnie qui ne pourront plus bénéficier d'un visa de circulation pour rejoindre l'équipe en tournée en France. Madame la Ministre, voulez-vous nous punir ou nous effacer des scènes culturelles françaises ou européennes? Voulez-vous enfin punir les publics qui sont bénéficiaires de cette offre, de ces biens culturels de part et d'autre? Je n'ose pas le croire. Ouf. En plus, je connais bien le travail de Salia Sanou. Je veux absolument le rassurer sur le fait qu'il n'y a aucune rupture de la coopération culturelle entre la France et le Burkina Faso, ni non plus avec le Mali, ni avec le Niger. On est face à une situation où les équipes françaises des ambassades, des consulats dans ces 3 pays sont prises pour cible, où il y a eu des coups d'État et une situation de sécurité extrêmement difficile dans ces 3 pays. Mais il y a eu une confusion dans certains messages qui ont été envoyés. J'ai tenu à clarifier, j'ai fait renvoyer un mail par mes équipes à ceux qui avaient reçu un premier mail qu'ils n'auraient pas dû recevoir sous cette forme, pour bien redire que les artistes de ces 3 pays seront les bienvenus en France, sont les bienvenus en France. Ceux qui ont déjà un visa pourront venir comme prévu. Ceux qui attendent d'avoir un visa, on regardera les dates des spectacles, à quel moment, où on en sera dans la situation. Les choses évoluent de jour en jour. On regardera, promis Salia, pour que on fasse au mieux dans cette situation compliquée et pour que la culture reste la voie de l'ouverture, de l'échange, de l'apaisement, malgré tous les conflits. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Aline Deschamps, je suis photographe et j'ai une question pour vous. Quand est-ce que la France va restituer toutes les œuvres et objets des pays qu'elle a pillés? On a ce qui s'appelle l'inaliénabilité des collections. Une œuvre qui rentre dans les collections publiques, dans la loi française, elle est considérée comme inaliénable, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus sortir des collections publiques, sauf à ce que le Parlement vote une dérogation. On a engagé un travail pour écrire une loi cadre, pour en fait cadrer comment vont se passer ces restitutions à l'avenir, parce qu'on ne peut pas à chaque fois aller vers l'Assemblée pour un pays spécifique, pour X œuvres, ça va être très très long. Et ensuite, il y a un travail qui est celui de la recherche des provenances. D'où viennent les œuvres? Est-ce qu'elles ont été acquises de manière illégale, illégitime, violente ou pas? Une fois qu'on a les demandes des pays, on a des comités scientifiques, des experts, des historiens, des archéologues, des ethnologues, etc. qui travaillent pour évaluer dans quelles conditions ces œuvres ont été acquises et si il faut les restituer. Colmini.